Alors, à l'ordre, s'il vous plaît, la Commission reprend donc ses travaux. Cet après-midi, nous entendrons les représentants pour les droits des femmes du Québec, M. Alain Rioux, l'Association féminine d'éducation et d'action sociale, et M. Claude Pinault. J'invite donc les représentantes du groupe pour les droits des femmes du Québec à nous présenter leur mémoire en vous mentionnant que vous disposez de 10 minutes pour la présentation et après suivra un échange. Alors, je vous invite à vous présenter ainsi que les personnes qui vous accompagnent. La parole est à vous. Alors, je suis Michèle Sirois, je suis présidente du groupe PDF Québec, qu'on appelle aussi PDF pour les droits des femmes du Québec. Je suis anthropologue et spécialiste en sociologie des religions. Et à ma droite, Naomi Caron, qui va aussi intervenir, et Radia Kishou. Alors, PDF Québec est un groupe féministe, citoyen, non partisan et mixte, fondé tout récemment. PDF Québec veut, au nom de toutes les femmes, porter leur voix et leurs revendications sur la place publique. Pour PDF Québec, il est clair qu'une véritable démocratie ne sera possible qu'à la condition de réaliser pleinement une véritable égalité de fait entre les hommes et les femmes. PDF Québec fait appel à celles et à ceux qui, comme nous, soutiennent inconditionnellement la société démocratique et laïque et qui tentent de la bâtir. Nous voulons promouvoir l'égalité de fait entre les femmes et les hommes, car la persistance des inégalités reste évidente dans des domaines comme le partage des tâches, la conciliation famille-travail, la violence exercée à notre endroit, les salaires, l'accès au travail, etc. Enfin, nous voulons rassembler toutes les femmes au-delà de leurs différences et de la diversité de leurs besoins. La volonté de créer un nouveau groupe féministe que nous sommes était dans l'air depuis plusieurs années déjà. Mais avec la promesse électorale du Parti québécois de créer une charte de la laïcité, il nous est apparu essentiel de créer maintenant notre organisation féministe, puisqu'il semblait bien que plusieurs organisations normalement vouées à la défense des droits des femmes semblent avoir changé de direction politique et opté pour la défense des droits religieux plutôt que la défense des droits des femmes. Mais soyez assurés que PDF Québec sera actif dans tous les dossiers qui interpellent le droit des femmes. Notre mémoire, que vous pourrez retrouver aussi sur notre site pdfquebec.org, veut d'abord dire oui à la charte parce que nous appuyons la neutralité religieuse et le caractère laïque des organismes publics. La laïcité, ce n'est pas la seule condition pour permettre aux femmes d'accéder à l'égalité, mais elle est une condition essentielle. C'est au terme, d'ailleurs, d'une longue période de sécularisation que la société québécoise s'est dotée de règles et de lois démocratiques, c'est-à-dire basées sur la volonté humaine, par opposition aux lois ancestrales. Les sociétés qui se veulent égalitaires doivent rejeter la vision entretenue par les religions en regard des femmes et des homosexuels. Les droits de ces deux groupes sont encore menacés dans le monde. Leur vie même est menacée là où les règles religieuses sont les références légales. Il faut donc refuser de retourner à ces règles discriminatoires imprégnées de tous les préjugés à l'égard des femmes qui existaient à l'époque où ces règles ont été consignées par écrit, c'est-à-dire souvent plusieurs milliers d'années. Le Québec se démarque d'ailleurs dans le monde quant à la place que les femmes occupent dans la société. Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir, mais PDF Québec dit non au recul par rapport aux droits des femmes sous prétexte de liberté religieuse. Ce serait une trahison de toutes les luttes menées par des générations de Québécoises. En second lieu, PDF Québec dit oui à la charte parce que nous appuyons le devoir de neutralité et de réserve en matière religieuse et les restrictions relatives au port de signes religieux. L'affichage est le contraire de la neutralité.
Tous les publicitaires l'ont compris depuis longtemps. L'affichage est d'ailleurs le b.a.-ba du prosélytisme, l'arme de base du marketing. Et c'est pour ça qu'un État neutre ne s'incarne pas dans ses murs, mais bien dans les personnes qui œuvrent en son nom, qui y travaillent, qui sont rémunérées par l'ensemble des citoyennes et des citoyens du Québec. D'ailleurs, en 1997, c'est une date importante, le Québec a obtenu un amendement constitutionnel. Catholiques et protestants ont renoncé à leurs droits, leurs privilèges constitutionnels pour faire respecter la liberté de conscience de tous les enfants qui fréquentaient les écoles secondaires et primaires du Québec, de même que la liberté de conscience de leurs parents. Il ne s'agissait pas à ce moment-là de protéger la liberté de conscience des enseignantes et enseignants, mais de s'ouvrir à la diversité des convictions spirituelles et de protéger la liberté de conscience donc des enfants qui fréquentent les écoles publiques et ainsi également leur permettre de se côtoyer, quelle que soit leur communauté d'origine. Nous ne saurions trop insister sur l'importance de la neutralité des professionnels scolaires qui se trouvent en première ligne auprès des enfants. Non seulement ils sont des modèles pour les élèves, ce qui exerce une autorité morale, mais également auprès des jeunes, ils sont donc des personnes où les jeunes peuvent recourir à eux. Ils fonctionnent comme des intervenants de première ligne pour protéger les enfants. Et on l'a vu dans le cas de la famille Chafia, jusqu'à quel point c'était important des intervenants de première ligne. Malheureusement, les familles Chafia n'ont pas été écoutées et on a su le résultat très malheureux. Peut-on franchement penser qu'une petite fille à qui les parents imposent des restrictions de toutes sortes se sentiront suffisamment en confiance avec des enseignantes qui arboreraient des symboles religieux et qui, par le fait même, leur accordent tacite avec des règles religieuses que ce symbole illustre et qui font justement partie de ce que veulent leur imposer leurs parents. Troisième point, le caractère sexiste et discriminatoire de certains symboles religieux. Il y a différents symboles religieux, mais on est particulièrement préoccupé par des symboles qui sont sexistes. Le Québec a des obligations en regard de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Dès le début des années 80, le Québec a entériné un accord international. Il s'est engagé à éliminer les différentes formes de discrimination dans lesquelles fait partie également certaines coutumes et certaines habitudes culturelles ou prescriptions religieuses. En outre, le Québec a énormément investi de ressources pour lutter contre tous les symboles sexistes dans les écoles. Or, tolérer le port de symboles sexistes par des employés des services publics implique tacitement une acceptation de la discrimination fondée sur le sexe. L'État ne doit être associé à aucune promotion du sexisme. Ce n'est pas parce que les gens nient le caractère sexiste, qu'ils invoquent toutes sortes de motivations, que le caractère sexiste n'existe pas. La discrimination n'existe pas par elle-même. Depuis des millénaires, certains symboles ont un sens et malheureusement, ce sens est dévastateur pour les femmes. La société québécoise ne doit pas favoriser le retour à ces images sexistes sous prétexte de liberté religieuse. PDF Québec, en 4e lieu, dit oui à la charte, mais dit non aux accommodements religieux. Un accommodement, oui, est accordé à une personne qui subit une situation ou un État qui pose aucun problème. D'accord? Par contre, il s'agit d'un devoir de la société pour favoriser l'intégration, notamment des personnes handicapées qui subissent. Donc, c'est une contrainte naturelle, à bien distinguer des accommodements religieux qui sont des contraintes choisies. Alors, on a affaire à tout un phénomène qui est très différent. Et c'est pour ça que c'est aussi... Tu vois, pour conclure, à peu près 1 minute.
OK. Alors, c'est encore inacceptable car il s'agit de dispositions discriminatoires à l'égard des femmes et des homosexuels ou des adeptes d'autres religions. PDF Québec appuie la charte, mais il y a des aspects incomplets comme la question des signes pour les élus, la question du crucifix à l'Assemblée nationale et surtout pour nous, la clause dérogatoire qui devrait apparaître. Je voudrais peut-être laisser un petit mot aux deux personnes. On est rendu aux 10 minutes, mais sûrement qu'ils auront l'occasion, lors des échanges avec les différents groupes parlementaires, de pouvoir s'exprimer, parce qu'il y aura de nombreuses questions qui vont vous être adressées, j'en suis convaincu. Alors, Monsieur le ministre, la parole est à vous pour débuter les périodes d'échange. Merci beaucoup, Madame. Merci, Madame Sirois. Merci, Madame Quichou. Merci, Madame Caron. On va aller tout de suite dans le vif du sujet sur la question donc de ce principe de neutralité qui est au cœur même du projet de charte que nous avons déposé. Vous savez, le principe de la neutralité politique n'a jamais été remis en question dans ce débat. Hein? Tout le monde, en tout cas, à ma connaissance, tout le monde reconnaît que la neutralité politique, c'est un principe tout à fait consensuel, il n'y a pas lieu de le remettre en question. Ce principe de neutralité politique inclut l'obligation de garder pour soi ses convictions politiques lorsqu'on est au travail, lorsqu'on est donc un fonctionnaire. Donc, on n'a pas le droit d'afficher notre appartenance ou notre appui à tel ou tel parti, donc pas le droit de porter un macaron, une casquette, un T-shirt et tout le reste. Donc, pas le droit de s'afficher politiquement. Mais parfois, ces mêmes personnes qui reconnaissent que la neutralité politique est tout à fait légitime, nécessaire, disent « Ah, mais la neutralité religieuse, ça, c'est autre chose. Ça, c'est pas pareil. » Y compris en matière d'affichage, là. Comment vous réagissez quand vous entendez cet argument-là, où on dit la neutralité politique, c'est une chose, la neutralité religieuse, c'est pas pareil? Dans la Charte québécoise des droits et libertés, l'article 3 présente différentes libertés et semble les mettre au même pied d'égalité. Il y a la liberté religieuse, mais il y a aussi la liberté d'expression. Au Québec, on a conçu que c'était acceptable et raisonnable de mettre des limites à la liberté d'expression. Et ce qui m'étonne, moi aussi, c'est que quand certaines personnes, les mêmes personnes qui disent qu'il ne faut pas hiérarchiser les droits, eh bien là, elles font un cas particulier pour la liberté religieuse. Là, ça nous pose des problèmes parce que si la liberté religieuse est égale aux autres, pourquoi est-ce qu'on ne trouverait pas raisonnable, justement, de la mettre au même pied d'égalité que la liberté d'expression, personne ne remet ça en question? Pourquoi, tout à coup, la liberté religieuse serait-elle au-dessus des autres? Donc, si elle est au-dessus des autres, faut nous le dire. Donc, ça veut dire que les personnes ne sont pas d'accord avec l'égalité. Il y a des libertés qui sont plus importantes que d'autres, et notamment les libertés religieuses. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Ça veut dire, si c'est les personnes qui trouvent, c'est vrai que la liberté religieuse, faut dire officiellement, notre parti, notre groupe est d'accord pour que les libertés religieuses soient plus importantes. Par contre, s'ils sont toutes égales, eh bien, il faudrait voir est-ce qu'on demande, si on demande de ne pas faire de laisser la liberté d'expression religieuse, il faudrait la demander pour la liberté d'expression politique, ce qui serait vraiment contre la loi qu'on accepte depuis longtemps. Il y a un accord tacite. Pourquoi ne pas mettre sur le même pied d'égalité la liberté d'expression des opinions, des convictions politiques et la liberté religieuse, d'expression des convictions spirituelles? Pourquoi il y en a une qui aurait préséance sur les autres, notamment quand il s'agit du port de signes sexistes qui vont à l'encontre, justement, de l'égalité des droits, qui est un fondement, une valeur fondamentale. Alors, sur ça, je pense qu'il y a beaucoup d'incohérences. Les gens n'ont pas poussé à fond tout leur raisonnement et je pense que la commission parlementaire est là, justement, pour faire ressortir les contradictions des positions. OK. Juste pour poursuivre un peu dans la même ligne, on nous dit souvent
que dans le secteur de l'État, il n'y a pas de prosélytisme. Les gens gardent leur religion pour eux. Vous, est-ce que vous en avez des exemples de prosélytisme à nous transmettre, à nous communiquer, à partager avec nous? Est-ce que ça existe? Ben oui, ça existe. Entre autres, ma collègue Radia Kishou, qui a une petite fille de 2 ans et qui va à la garderie la porter parce qu'elle est étudiante, eh bien, elle en a des exemples concrets. Elle est ici pour témoigner. Oui. Allez-y, à vous la parole. Bonjour. Je suis Radia Kishou. Je suis résidente permanente, nouvellement installée au Québec, à peine 10 mois. Et là, comme tous les nouveaux arrivants, nous avons signé, quand on a entamé les procédures d'immigration, la liste des valeurs québécoises, dont la laïcité, la primauté du droit, l'égalité homme-femme et la langue française. C'était assez intéressant et adhérer à ces valeurs-là était obligatoire pour déposer un dossier pour l'immigration. Donc seulement voilà, quand je suis arrivée là, j'ai suivi comme la procédure l'indique, le programme de Objectif Intégration. Donc c'est un programme qui consiste à accompagner les nouveaux arrivants dans la recherche du travail, la rédaction des CV, les pièges à éviter, comment trouver un loyer. Enfin, vous connaissez certainement le dossier. Et là, justement, on avait affaire à un employé de l'État, du ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles, qui nous a fait littéralement du prosélytisme. Il l'a pas fait pendant toute la formation, mais je tiens à souligner que c'était vraiment impartial comme cours, hein, parce que partial ou partial? Impartial. Partial. Oui, pardon, oui, partial. Donc il a pris parti, excusez-moi. Oui, donc là il s'est mis quelque part à indiquer les boucheries où on peut s'acheter de la viande halal. Et quand on a entamé le chapitre qui nous encourageait à aller nous installer au nord, le nord pour tous. Donc là, il nous dit que le caribou, qu'il pouvait pas manger le caribou parce qu'il n'était pas halal. Donc, vous voyez, il y a toutes sortes de dérives, conspirations religieuses qui mettaient vraiment mal à l'aise parce qu'il n'y avait pas que des musulmans dans le groupe, il y avait des gens venus d'Haïti, du Brésil, d'Afghanistan. Vous savez un petit peu toutes les provenances et tout. Et donc on voyait ça que c'était vraiment désobligeant comme cours. Donc je dis pas qu'il n'a pas fait un bon travail dans sa façon de nous montrer comment rédiger un CV et chercher du travail et tout le reste, mais je tiens à signaler que la laïcité, que c'était pas vraiment un enseignement des plus laïques, hein. Voilà. Et aussi donc pour revenir au cas de la garderie, donc j'ai trouvé une garderie au milieu familial pour ma fille. Et là, donc c'est depuis ce jour-là que j'ai décidé vraiment de me mêler dans les discussions qui portent sur la laïcité. Donc je vais chercher ma fille à 4 heures. Et là, quand je discutais avec l'éducatrice, j'ai entendu un cri. Donc j'ai entendu un cri d'enfant. Et c'était vraiment intriguant. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, c'est l'application de l'appel à la prière que je viens d'installer sur mon ordinateur qui leur fait peur quand ils regardent des dessins animés. Et puis j'ai trouvé ça épouvantable. Donc j'ai eu à vivre comme ça des situations très très désobligeantes et qui remettent vraiment le principe de la laïcité pour un nouvel arrivant qui a signé dûment des formulaires très clairs et très précis. Donc c'est ça. Donc j'ai eu à vivre par plusieurs reprises des situations très difficiles et très contraignantes, je dirais. Ouais. Je veux juste revenir au cas c'était un fonctionnaire, dites-vous?
C'est un fonctionnaire? Oui. Le premier exemple que vous nous avez donné, c'est un fonctionnaire? Un fonctionnaire, oui. Du ministère de l'Immigration? Oui. Alors, c'est ministère de l'Immigration et des communautés culturelles. Oui. C'est ça? Donc, ça se passe, c'est les adresses qu'on nous remet aux douanes. Quand on arrive, on donne une adresse. Et dépendamment de notre adresse personnelle, on était regroupés dans des centres d'orientation pour la recherche d'emploi. Donc, j'ai suivi le processus et j'ai... Et pourquoi ça vous a mis mal à l'aise comme ça? Parce que vous faisiez référence à la Déclaration sur les valeurs communes. Je tiens à dire, je l'ai sous les yeux ici, la Déclaration sur les valeurs communes de la société québécoise. C'est une déclaration qui a été adoptée par le gouvernement de M. Charest, donc le gouvernement précédent. Je ne sais pas si c'est Mme... C'était en 2007, donc probablement oui. Oui, oui, non, très certainement. Mais elle est toujours d'actualité. C'est lorsqu'on me dit que c'est lorsque la députée de Nelligan était ministre, donc... de l'immigration et des communautés culturelles. Puis vous avez raison, les personnes qui arrivent doivent signer, comprenant la portée et la signification de ce qui précède et acceptant de respecter les valeurs communes de la société québécoise. Je déclare vouloir vivre au Québec dans le cadre et le respect de ces valeurs communes et vouloir apprendre le français si je ne parle déjà. Et là, signature du requérant, signature de l'enfant en charge de 18 ans et plus, etc., etc. Et les valeurs communes, donc, qui sont dans cette déclaration, c'est le Québec est une société libre et démocratique, les pouvoirs politiques et religieux au Québec sont séparés, le Québec est une société pluraliste, la société québécoise est basée sur la primauté du droit, les femmes et les hommes ont les mêmes droits. L'exercice des droits et libertés de la personne doit se faire dans le respect de ceux d'autrui et du bien-être général. Et donc, quand vous avez entendu ce fonctionnaire, vous aviez l'impression qu'il manquait, je ne veux pas vous mettre des mots dans la bouche, si je me trompe, vous me corrigez immédiatement, mais ce qui vous a fait réagir, c'est que vous aviez l'impression qu'il contredisait par son comportement ou par les paroles, donc ou le discours qu'il utilisait, la déclaration que vous aviez vous-même signée à l'arrivée, c'est ça? Non, mais oui, c'est à peu près ça. Donc, ce que je tiens à préciser, c'est qu'il y avait une conspiration, disons, presque tangible de ses propres convictions à lui, qui est musulman, tout comme moi, parce que je suis musulmane aussi. Qu'il y avait certaines femmes maghrébines, tout comme moi, qui étaient là. Et puis, on posait des questions dans le cadre du cours. Est-il vrai que par exemple, aller chez la coiffeuse, est-ce que c'est vrai que ça coûte cher? Est-ce que aller chez le dentiste coûte cher? Enfin, des questions de base comme ça. Il dit, mais pourquoi vous avez besoin d'aller chez la coiffeuse puisque vous êtes voilée? C'est que j'ai déjà l'habitude de ce genre de réflexion dans mon pays d'origine et j'étais vraiment offusquée de retrouver ça au Québec. C'est un petit peu... Pardonnez-moi de poser la question, mais votre pays d'origine, c'est? Je suis algérienne, oui. Vous êtes algérienne? Je viens d'Algérie, oui. OK. Donc, dans le fond, ce que vous nous dites, parce que je pense aussi à cette personne-là, dans le fond, ce que vous me dites, c'est que à part le fait que la personne donc a laissé très clairement transparaître son billet religieux, pour le reste, elle a fait un travail compétent, cette personne-là. Hein? Oui, oui. C'est ça. Oui. Donc, c'est vraiment... S'il y avait un devoir de neutralité religieuse, comme celui que nous souhaitons voter avec cette charte, à ce moment-là, ce genre de discours n'aurait pas été acceptable. Ce devoir de neutralité religieuse que nous voulons créer devrait, normalement, si la loi est appliquée une fois qu'elle est votée, devrait signifier donc que pour une personne dans sa position, qu'elle ne pourrait plus donc tenir de tels propos. Elle devrait être neutre et dans le cours là ou la formation. Des immigrants, oui. C'est une formation à l'intégration des immigrants. Oui. Voilà. Et moi, Monsieur le ministre, permettez-moi de mettre l'accent aussi sur l'autre incident qui est arrivé dans la garderie de ma petite fille. Elle a 2 ans. C'est là où j'ai vraiment ressenti le besoin imminent de mettre une loi, d'adopter une loi. Parce que quand je vous ai fait part de l'incident qui est arrivé à la garderie,
c'est que je pouvais très bien me plaindre à la régie du ministère de la Famille et des Aînés. C'est elle qui régit, c'est cette organisation qui régit tous les établissements, les garderies. Mais je me rends compte qu'il n'y a aucune loi qui dicte, qui interdirait Une garderie en milieu familial? Donnée par l'État, oui. Je paie $7 par jour pour Mais la faire c'est une garder. garderie en installation ou une garderie familiale? Familiale. Donc, c'est dans une résidence privée? Oui, Oui. oui, oui, c'est... Alors, vous avez raison de dire que dans la loi que nous proposons, ce que nous faisons, en fait, c'est que il y a une directive, vous savez, qui existe en matière d'apprentissage religieux. Cette directive-là remonte également au gouvernement précédent. Ils ont mis en place donc une directive. Là, je la résume là, parce que c'est assez technique, là. Mais le sens profond de cette directive-là, c'est de dire la garderie ne doit pas servir à un apprentissage religieux. OK? Jusqu'à maintenant, cette directive-là s'appliquait aux garderies en installation, CPE et garderies privées subventionnées. Et dans le projet de loi, ce que nous faisons, c'est que nous élargissons la portée de cette directive aux garderies en milieu familial. Et donc, ma compréhension, encore une fois, c'est que à partir du moment où cette directive devient la loi, je pense que ce serait possible pour quelqu'un du ministère de la Famille, si vous portiez plainte, une fois que la loi est adoptée, si vous portiez plainte, je pense que ce serait possible pour quelqu'un du ministère de la Famille de dire à la dame, écoutez, en vertu de cette directive qui est maintenant loi, vous devriez vous garder de mettre un signal comme celui-là qui vient s'interférer, si on veut, dans le fonctionnement quotidien de votre garderie. C'est ma compréhension, je pense pas me tromper. Oui, mais parce que de tous les incidents que j'ai eu à vivre, celui-là reste le plus heurtant. Mais oui. Pourquoi, pour les gens qui nous écoutent, là, aidez-nous à comprendre pourquoi ça vous a heurté autant. Amenez-nous un petit peu plus loin, parce qu'il y a des gens qui pourraient dire, ben oui, mais là, elle entend un son, ça fait sursauter, dans le fond, c'est pas si grave que ça. Il y en a qui pourraient tenter de minimiser l'importance de ce qui s'est produit. J'aimerais que vous nous expliquiez pourquoi, vous dites ça m'a heurté, pourquoi ça vous a heurté autant? Heurté, il en résulte que j'ai très mauvaise conscience, parce que ce à quoi nous assistons aujourd'hui, que nous voyons dans les médias et tout, n'est qu'un triste constat de toutes les assises qui ont été mises en place, je sais pas, une quinzaine, voire une vingtaine d'années. On a commencé par, mettre une certaine, certaine contrainte dans le milieu, à l'école, en garderie notamment, qui font que les enfants apprennent très très tôt dans leur vie qu'il y a des limites à ne pas enfreindre. Souvent, on ne donne pas une explication. Par exemple, je prends le cas d'une femme une éducatrice qui affiche ces signes religieux, par exemple l'appel à la prière, le Coran, une calligraphie dans les murs religieuses, ou voir son habit, son comportement avec les parents des élèves. Quand je vais les chercher, quand c'est moi qui va la chercher et quand c'est mon époux qui va la chercher, on voit qu'avec moi, elle se délaisse de son voile, mais quand c'est mon mari, d'ailleurs, il n'aime pas aller la chercher parce qu'il me dit, j'ai pas envie qu'à chaque fois que je tape à la porte, elle mette sa panoplie pour me remettre mon enfant. Donc on trouve ça très, très désobligeant. Mais pour revenir aux enfants, je pense pas que quelqu'un puisse amoindrir le cri d'un enfant. Ça marque, c'est terrible, c'est sans défense. Et ça protège pas les parents aussi. Alors, je veux juste que ce soit... Merci d'abord pour ce témoignage, parce que ça prend un certain courage pour témoigner de ce que vous avez dit. Je veux juste être bien clair, là. Ce dont on parle ici, c'est l'article 30 du projet de loi. Okay? Pour que ce soit bien clair, c'est l'article 30 du projet de loi qui reprend la directive libérale qui s'appliquait seulement, du gouvernement libéral, dis-je bien, en tout respect, qui s'appliquait jusqu'à maintenant seulement aux garderies privées subventionnées et au CPE. Et nous avons étendu l'application de cette directive aux garderies en milieu familial et nous inscrivons donc cette directive dans la loi pour lui donner un statut
encore plus solide. Donc, je pense que c'est important de le souligner. En terminant, il vous reste 1 minute. Est-ce qu'il y a un point que vous souhaiteriez porter à notre attention? Prenez pour acquis que je vous pose la question et je vous donne la chance de donner la réponse. Tiens. Donc, moi, ce serait juste pour appliquer un peu la question de prosélytisme qui s'est passé à l'école. Moi, j'en ai subi. Je suis née d'une mère québécoise et d'un père haïtien. J'ai été élevée dans les mœurs québécoises, toutes les valeurs totalement québécoises. À l'école, dès le primaire, ça s'est passé au niveau de la première communion. Toutes les élèves, les écoles, c'est sûr, c'était avant qu'il y ait eu la déconfessionnalisation des écoles. Mais juste pour dire comment l'influence d'une autorité pour imposer à un enfant, que nécessairement aujourd'hui, je ne suis aucunement pratiquante, mais j'ai imposé à mes parents de devenir chrétienne catholique à cause que je voulais faire partie du groupe. C'est un parti, mais vous aurez l'occasion de vous exprimer. Il reste encore des groupes parlementaires. Alors, je reconnais la députée de Notre-Dame-de-Grâce, je crois. Oh, excusez, la députée de Bourassa-Sauvé. Allez-y. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Mesdames Sirois, Quichou et Caron. J'aimerais seulement souligner une chose sur le prosélytisme. Tous les partis ici, à l'Assemblée nationale, on est d'accord qu'on ne devrait pas avoir du prosélytisme, soit politique ou religieux, fait par les agents de l'État ou par les fonctionnaires. Mais j'aimerais aussi apporter à l'attention que l'article 30 du projet de loi doit être lu avec l'article 29, et l'article 30 parle de ce qu'on va retrouver dans une politique, et la politique est décrite à l'article 29. Je ne veux pas faire une discussion juridique ici parce que ce n'est pas le sens de tout ça. Mais j'aimerais seulement faire ce point-là vis-à-vis le gouvernement. Ce que j'aimerais vous poser comme question, c'est, on a vécu la situation de la famille Shafia, OK? J'aimerais, et ce n'est pas des personnes qui portaient des signes religieux ostentatoires ou des signes religieux. Est-ce que vous croyez que vraiment cette charte répondra aux besoins de notre société vis-à-vis d'une situation comme celle dans laquelle s'est retrouvés les enfants Shafia? Parce que c'est ça dont on est vraiment concerné. Vous savez que protéger les enfants, les jeunes, de la notion, entre autres, de crime d'honneur, on vient d'avoir un avis du Conseil du statut de la femme sur ce sujet-là, eh bien, ça demande beaucoup de notions, de conditions dans la société. Mais il y en a une qui est essentielle, c'est aussi envoyer des messages et aussi, pas juste aux nouveaux arrivants, envoyer un message aux responsables des organismes publics, à ceux qui interviennent à l'intérieur. Les petites filles Shafia sont allées frapper à la porte à plusieurs endroits et elles ont été écoutées avec des oreilles multiculturelles. De nos jours, c'est plus à la mode de dire interculturel, mais c'est très, très proche l'un de l'autre. Elles n'ont pas été écoutées parce qu'il y avait une forme d'ignorance. Souvent, les gens ont tellement peur, les décideurs, les gestionnaires ont tellement peur d'être accusés de racisme et autres, qu'il s'est produit une dérive, justement, où on accorde immédiatement les choses, avant même, des fois même qu'on le demande, de peur de froisser, d'avoir des problèmes. Alors, il faut avoir un changement dans les mentalités, mais il faut un changement dans les structures et c'est très important de guider les gestionnaires avec une charte et qu'on officialise la laïcité dans la charte, dans les lois, pour pouvoir justement avoir, comme on dit au Québec, des poignées pour les gestionnaires, pour les juges, qui peuvent être guidés pour dire « non, ça ne marche pas ». Et tout spécialement pour ce qui concerne les signes sexistes. Vous avez parlé tout à l'heure du prosélytisme, madame. Oui, mais le prosélytisme, il se fait aussi silencieux. Hein? Une annonce de McDonald's, ça n'a pas besoin de parler, tout le monde sait qu'est-ce que c'est. Eh bien, c'est la même chose avec le voile. Et pourquoi je parle du voile? Parce qu'on est un groupe qui défendons les droits des femmes. Et le voile est un signe qui est sexiste.
Les hommes n'en portent pas. Et pour nous, les femmes, c'est un recul, le voile. À l'époque, les femmes qui étaient les victimes de viols, elles étaient devenues pointées du doigt comme les responsables. C'est elles qui n'étaient pas au bon endroit, qui n'étaient pas habillées de la bonne façon, qui étaient peut-être trop maquillées, qui n'étaient pas à la bonne heure. C'est la même chose pour le voile. Le message qui est envoyé avec le voile, c'est que le cheveu des femmes, c'est une incitation et que c'est la femme qui est responsable. Et pourtant, dans le Coran, ça n'existe pas de cacher ses cheveux. Mais les habitudes culturelles disent « cache tes cheveux, sinon tu envoies un message comme quoi tu es une fille de mauvaise mœurs ». Mais vous êtes d'accord que pas toutes les féministes sont de cette opinion-là. Absolument. Je croirais bien que je suis féministe et je ne soutiens pas nécessairement cette position. Et je crois que la Fédération des femmes du Québec, elles disent être féministe et pour la laïcité de l'État, c'est vouloir que l'État soit neutre envers les religions, mais pas neutre dans le choix des principes qui guident son action. Pour les féministes, l'État québécois doit respecter le droit de toutes les femmes à l'égalité. Si une pratique religieuse compromet la liberté d'une fille ou d'une femme, l'État doit intervenir. Prenons pour exemple les mariages forcés des adolescentes. L'État, en revanche, ne doit pas être source de discrimination envers les femmes. Lorsqu'il interdit le port de foulard en permettant le port d'une petite croix par les employés de l'État, il crée une discrimination à l'endroit des femmes. Pourquoi une personne portant la croix serait perçue par l'État comme étant capable d'assumer son travail avec neutralité et non celle qui porte son foulard? Alors, elles disent ça. Oui. Comment vous répondez à leur déclaration? Alors, d'abord, il faut distinguer, je crois que dans le projet de loi, on parle des signes ostentatoires, c'est-à-dire des signes, si la croix est très grosse, oui, ça devient un signe ostentatoire comme les autres. Et souvent, on fait la distinction entre, surtout depuis le rapport Bouchard-Taylor, on fait la distinction entre la laïcité des institutions et la laïcité des individus, la neutralité des individus. Je pense que c'est moi qui ai enseigné la sociologie de nombreuses années, je pense que ça ne tient pas au niveau sociologique. Une institution s'incarne dans son personnel, s'incarne dans les individus. C'est comme si on disait, la famille est une institution qui a des règles, mais les membres ne sont pas obligés de suivre les règles. Ça n'a pas de sens, c'est un illogisme. Cet établissement est non-fumeur, mais le personnel peut fumer. C'est exactement le même type d'argumentation qu'on fait la différence. Et vous avez parlé de la Fédération des femmes du Québec. Oui, c'est ce genre de définition. Et le problème, c'est que les discriminations, les exigences religieuses discriminatoires contre les femmes viennent de religions et je ne crois pas qu'il soit sain pour un climat social ni pour les droits des femmes que ces exigences religieuses discriminatoires soient intégrées dans le fonctionnement de l'État. Mais c'est pas le rôle de l'État que de banaliser, avaliser des discriminations. Mais le projet de loi permet une petite croix qui n'est pas ostentatoire. Comment on a un voile qui n'est pas ostentatoire? Ça fait partie aussi d'un argument de la Fédération. Et je veux aller un peu plus loin. Le projet de loi permet aux hommes d'avoir des barbes ou des cheveux assez longs qui démontrent leur adhérence à une certaine religion, mais les femmes, elles, ne pourraient pas porter leur voile. Moi, je trouve que là, c'est aussi un signe de discrimination entre hommes et femmes. Mais je me permets, madame, j'ai lu le Coran, en tout respect pour vous, je pense que vous avez des points, vous auriez intérêt aussi à le lire, parce que la barbe ne se retrouve pas ce n'est pas des signes religieux dans des textes sacrés, c'est des habitudes culturelles, et je parle des cheveux, OK? Et le voile, lui, se retrouve, mais il ne se retrouve pas sur la tête dans le Coran, il se retrouve sur la poitrine. Alors, pourquoi ça s'est monté sur la tête? C'est un point d'interrogation pour moi, mais je pense que vous confondez en mettant sur le même pied d'égalité les cheveux cachés par le voile, qui est, lui, ostentatoire,
et une barbe. Il y a beaucoup d'hommes au Québec qui portent des barbes et les cheveux, et ce n'est pas dans les textes sacrés. Je pense qu'il y a confusion actuellement. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on va accepter que les Sikhs gardent les cheveux qui sont très longs, mais qu'il faut enlever le turban, que les hommes, parce qu'il y a une différence entre est-ce qu'il y a un homme qui porte une barbe ici et une barbe qu'on voit très souvent qui sont portées par les religieux musulmans. C'est pas exactement la même façon que c'est porté. Et donc, on voit un homme et on peut voir que ses cheveux ou cette barbe, on reconnaît sa appartenance religieuse, ça c'est permis, mais une femme, le voile ne l'est pas. Et le voile, ou que ce soit la religion qui l'impose ou soit la culture, pour les gens qui le voient, c'est une référence aussi religieuse. Je pense que vous confondez, excusez-moi, mais je pense que vous confondez des signes identitaires et des signes religieux. Et c'est vraiment, c'est pour ça que c'est utile qu'on puisse en débattre ici, parce qu'il ne faut surtout pas confondre les deux. Et quand les femmes disent « c'est mon choix », eh bien, je me dis « ce n'est pas une obligation » et ça devient un choix personnel. Et ce choix personnel doit-il primer sur les choix collectifs qu'une société s'est donnés? Eh bien, nous disons non, d'autant plus qu'on a des engagements internationaux d'éliminer toutes les formes de discrimination faites aux femmes, et je pense que ça en fait partie de ces formes de discrimination faites aux femmes. Okay. J'aimerais laisser maintenant la parole à mon collègue. Je reconnais la députée de Notre-Dame-de-Grâce. Bonjour, Madame Sirois, et Madame Quichou, Madame Caron. Fort intéressant. J'ai eu l'occasion de voir c'est un débat, je pense, à l'Université de Laval, ou en tout cas, c'était sur Internet. J'ai regardé le débat. C'était assez houleux et émotif, mais c'était intéressant quand même. Et je trouve le débat intéressant. Qu'on soit d'un bord ou de l'autre, une opinion ou l'autre, on apprend toujours quelque chose. Moi, je vous dirais que j'ai l'impression que c'était une dérive importante. D'après ce que j'ai entendu, l'exemple que vous avez donné, c'est important d'en discuter. Et quand viendra le temps d'adopter des balises, moi, je pense très concrètement, c'est ces genres de situations qu'il faut regarder. Parce que c'est très difficile pour tout le monde d'être orienté là-dedans. Moi, ce que j'ai découvert quand j'avais le dossier des accommodements, et vous avez fait référence à la SAAQ, cet exemple, c'est le décideur qui ne sait pas, qu'est-ce qui est correct, qu'est-ce qui est légal, qu'est-ce qui est juridique, il faut l'orienter pour lui donner assurance que non, ça c'est inacceptable. L'histoire de York, par exemple. C'est du gros bon sens à un moment donné, mais plus que du gros bon sens, d'après ce que j'ai compris. Franchement, mon collègue parle d'incompétence par rapport à... Donc, il y a une formation qui est importante. Alors, je vais revenir plus parce que je comprends votre argumentaire sur les signes. Je comprends que pour votre argumentaire que c'est du prosélytisme. Alors, vous l'avez bien expliqué. Sur les accommodements, vous dites qu'il ne devrait pas y avoir d'accommodement religieux. Vous ne pensez pas que les règles actuelles de raisonnable et pas raisonnable peuvent justement, si les gens ont de la jugeote et de la formation et qu'on est capable de dire non pour certaines choses, vous avez, je pense que c'est vous, quelqu'un avait évoqué la fameuse cause de Naïma, vous vous rappelez de ça, le cours de francisation? Finalement, c'était non. Non, on n'allait pas chambarder la classe de francisation pour quelqu'un qui voulait être voilé. Donc, la société est capable de dire non. Vous ne pensez pas donc que sans bannir l'exercice d'accommodement, qu'on serait capable d'apporter des accommodements? Un congé religieux, par exemple, ou certaines choses raisonnables, qui ne viennent pas chambarder. J'aimerais vous entendre là-dessus. Je pense qu'il faut c'est important d'avoir l'égalité. Parce que dans certaines écoles actuellement, on ajoute des congés religieux. Certains ne sont même pas religieux, mais veulent avoir un congé supplémentaire. Ça crée de la zizanie. Ce qu'il faut, c'est la laïcité, ça comporte non seulement la liberté de conscience, également l'égalité entre les différents citoyens, qu'il n'y en ait pas qu'il y ait un traitement privilégié sur les autres. C'est pour ça qu'on est d'accord pour on demande de retirer le crucifix pour cohérence,
Tout le monde doit faire sa part. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'au Québec, depuis la Révolution tranquille, les employés de l'État se sont départis, parce que c'était beaucoup des religieuses et des religieux, se sont départis de leurs signes religieux pour s'ouvrir à la diversité. On a créé au fil du temps un contrat social où c'était les droits des citoyens qui devaient primer sur les choix religieux des employés. Malheureusement, je dois céder la parole. C'était le temps qui était imparti au groupe d'opposition officielle. Je reconnais la députée de Montarville. Monsieur le Président, alors Madame Sirois, Mesdames, merci d'être ici. Je parle vite parce que j'ai très peu de temps. J'ai pris connaissance du mémoire avec beaucoup d'intérêt, mais ce que vous nous avez dit tout à l'heure d'entrée de jeu, Madame Quichou, ce que vous avez vécu, c'est totalement déplorable, mais ce n'est pas la première fois que je l'entends. Je l'ai entendu de groupes provenant de la région du Maghreb qui sont venus à mon bureau me raconter, Monsieur le ministre, que lorsqu'ils arrivent, on explique à ces gens, peut-être, pour les rendre très, très à l'aise, là, tout ce qui touche leur communauté d'origine ici au Québec. On leur dit où est la mosquée, où est l'épicerie, où ils peuvent se procurer telle et telle nourriture. Alors, ma première question, en tant que députée, je leur ai dit, est-ce que la personne qui vous a dit ça, le fonctionnaire, était d'une origine autre, était un immigrant? Et on m'a répondu, non, c'est un Québécois pur laine. Alors, il faudrait juste, par souci, il faudrait peut-être vérifier ce qui se passe au niveau du ministère, peut-être par un souci là, vraiment de les rendre à l'aise. Quant à moi, c'est trop, là. Il ne faut pas ghettoiser les gens. Il faudrait plutôt les inciter à venir visiter nos épiceries, nos ci, nos ça. Cela dit, ça me touche beaucoup ce que vous avez dit. Par ailleurs, en ce qui a trait à l'immigration, je viens de recevoir des chiffres et j'aimerais vous les partager. Attendez, ça a disparu de mon ordinateur sur l'immigration. L'année 2000, voilà. En 2012, c'est important, je pense qu'on va tous apprendre avec ces chiffres-là, c'est tout nouveau. Le ministère de l'Immigration rapporte que 12 721 immigrants ont été sensibilisés aux valeurs communes de la société québécoise. Sur les 55 000 que nous avons reçus, c'est environ le quart des nouveaux arrivants. 6 782 ont suivi la session Objectif Intégration en 2012-2013. C'est très peu. Alors, ce que je vous demande, c'est que vous avez vécu l'expérience en tant que nouvelle arrivante. Pourquoi est-ce qu'il y a si peu d'immigrants qui décident d'adhérer à ce genre de formation, qui sont volontaires et offertes par le gouvernement? Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'il y en ait davantage? Moi, je trouve que l'idée même de la formation est formidable. J'ai beaucoup appris. Oui. Mais cela dit, je ne peux pas répondre à la place de quelqu'un qui a décidé de ne pas suivre la formation, parce que la formation en elle-même est formidable. On a appris sur l'histoire du Québec, du Canada, de toutes les guerres, des acquis, des valeurs, du partage des compétences entre le fédéral et le provincial. C'est très, très enrichissant comme matière. Cela dit, je ne pourrais pas vous répondre à la place de quelqu'un qui a choisi de ne pas suivre la formation. Je comprends. Je suis désolée. Non, moi, je vous comprends. Oui. Je vais formuler ma question autrement. Est-ce que ça vous surprend qu'il y ait si peu de nouveaux arrivants qui prennent cette formation-là? Et dans quelle mesure ça pourrait les aider d'y aller, puis ça pourrait favoriser l'intégration? Êtes-vous surprise du fait que... Oui, je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas un plus grand nombre qui suit cette formation. Elle est enrichissante, comme je l'ai dit. Je la trouve assez complète. Ça prend un mois. Elle est, comme vous dites, facultative. On n'est pas obligé d'assister. Même si on rate, par exemple, si on a une entrevue d'embauche, on pourra rattraper le cours et la séance ratée ultérieurement. Mais à la fin, on a toujours notre attestation qui dit qu'on a suivi 8 modules du cours. Parfait. Je me demande pourquoi ils ne viennent pas. Ce serait... c'est assez complet, oui. Je suis d'accord avec vous. Oui. Cela dit, vous parliez de garderie tout à l'heure, de votre petite fille et de ce que vous avez entendu, un appel à la mosquée. Est-ce que vous avez... L'appel à la prière. Oui. Excusez-moi. Oui, il n'y a pas de problème. Ouais. Est-ce que vous avez posé des questions? Est-ce que vous êtes allé plus loin? Est-ce que vous avez demandé des explications? Oui, naturellement. Parce que Bon, peut-être permettre au député de Blainville de vous la poser. La même question. Alors, Monsieur le député de Blainville, la parole est à vous. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bonjour, Mesdames, Sirois, Caron et Quichou. Je ne serai pas tout à fait dans le même sens, mais ce que vous nous apprenez, effectivement, je pense que nous déroute tous. Évidemment, je pense qu'il ne faut pas généraliser. Oui.
J'imagine que de quitter son pays d'origine pour prendre un pays d'adoption, c'est quand même prendre beaucoup de courage. C'est un gros changement dans une vie. Est-ce que je vais vous poser 2-3 questions en rafale, puis je vais vous laisser répondre dans l'ordre que vous voudrez. Oui, à vous. À savoir, est-ce que cette valeur de laïcité, vous avez parlé des principes sur lesquels vous avez adhéré, j'imagine que ce principe-là est important pour vous si vous êtes venu ici. Des personnes nous disent que si on adopte cette charte sur la laïcité, pourrait au contraire faire diminuer l'immigration, empêcher des gens de venir. Alors, je voudrais peut-être avoir votre opinion là-dessus. Et est-ce que vous croyez, avec l'expérience que vous avez vécue, que le fait de ne plus porter des signes ostentatoires visibles, est-ce que ça va aider à changer des comportements? Parce que ce que vous avez vécu, c'est un comportement. Est-ce que vous croyez que si la personne, on interdit ce genre de manifestation, ça pourrait aider? Alors, je vous entends. Oui, donc j'ai le plaisir de vous répondre aussi par, curieusement, un autre incident qui corrobore tout à fait avec votre question. Donc là, c'était, je m'en allais pour une séance de diète. Je suis un régime alimentaire. Je me rends à l'hôpital. Il y a ma diététicienne, une charmante femme. À côté d'elle, il y avait une stagiaire qui était en fin d'obtention de son diplôme, qui était voilée. Paraît-il, elle est du même pays que moi, donc elle est algérienne que moi. Et là, la diététicienne, elle commençait à me poser des questions pour élaborer une diète, un régime alimentaire. Elle me dit, est-ce que vous prenez de l'alcool? Est-ce que c'est vrai, je suis algérienne, je suis musulmane, je suis issue d'une famille très libérée et tout. Ça m'arrive de prendre de l'alcool occasionnellement, j'ai aucun problème. Mais j'ai dû répondre que non, parce que j'étais extrêmement gênée par la présence de cette charmante stagiaire qui portait un signe, un voile islamique pour... Donc, si elle ne l'avait pas porté, vous n'auriez pas su son allégeance religieuse? Oui, vous auriez été plus à l'aise, en fait, absolument, de pouvoir le tout faire. à fait, oui. Donc ça s'est passé pendant l'une des séances de chez mon médecin, à l'hôpital de Montréal. Et croyez-vous que le fait de ne pas porter de signes ostentatoires pourrait, chez la personne même, changer son comportement? C'est un peu ce que je voulais savoir. La personne qui vous a donné des indications... Oui. Là aussi, je vais vous répondre que... Je vais répondre pour moi. Oui. Moi, en tant que cliente, en tant que bénéficiaire d'un service, je vais ressentir beaucoup moins de gêne si cette personne ne portait pas le voile, tout simplement. Parce que moi-même, comme je vous dis, je suis née dans l'islam. Je connais très très bien l'islam. Il y a des gens qui le pratiquent sans pour autant porter des signes ostentatoires. Vous comprenez, ce sont des gens tout à fait pieux qui croient en tout, qui ont leur rituel, mais dans la sphère privée. Et c'est des gens que, même si elle condamne des gens qui boivent de l'alcool, c'est son problème. Mais pour moi, donc je vais répondre pour moi, en tant que bénéficiaire en tant que patiente, j'aurai beaucoup moins de contraintes et de gêne à répondre sincèrement. Oui. C'est tout, j'imagine. Je commence à avoir le sens du... Un des seuls qui me laissait disposer d'un 20 secondes, mais que je ne peux pas transmettre d'ailleurs à la députée de Gouin, malheureusement. Mais vous avez 3 minutes, Madame la députée. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, bonjour. D'abord, une chose qui est quand même intéressante, là, c'est que ce fonctionnaire qui a eu un comportement inapproprié, c'est évident, était un homme et ne portait pas de signes religieux. Alors, c'est ça. Voilà toute la complexité de la chose. Mais je voudrais revenir plutôt sur une autre question, qui est évidemment celle du voile. Dans votre mémoire, vous parlez de l'intégration des personnes immigrantes et en particulier des femmes. Vous faites référence à certains états généraux, etc., dont j'ai eu connaissance moi aussi. Et vous dites le voile ne représente qu'une embûche supplémentaire à l'intégration des femmes, qu'elles soient immigrantes ou natives du Québec. Donc, le voile, mettons-le à la positive, le voile, quand même, à certains moments, représente une embûche supplémentaire. C'est loin d'être la première, c'est loin d'être la seule, mais c'en est une. Alors, moi, ça m'amène à poser la question suivante, et ça, c'est en tout respect de vos opinions, puis du fait qu'on veut tous la laïcité au Québec, là. On parle ici de 600 000 emplois, là, qui sont en cause, plus tous les emplois d'entreprises ou de secteurs communautaires même, ou de quiconque voudra traiter avec l'État, voudra contracter, je sais pas si c'est français, avec l'État. On commence à parler de beaucoup d'emplois. Et on sait que dans les municipalités belges où le port des signes religieux par les employés municipaux a été interdit, le privé a emboîté le pas. Il y a des grands magasins qui congédient des femmes travailleuses parce qu'elles portent le voile.
Ma question est simple. Comment on va faire pour intégrer toutes ces femmes, leur donner un travail, si nous renchérissons sur cette embûche supplémentaire? Oui, je vais répondre. Merci. Excellente question. La question, donc, porte sur la question de l'emploi. Et on a soupesé qu'est-ce qui va créer le plus d'emplois, qu'est-ce qui va maintenir le plus d'emplois. Souvent, on fait une adéquation très simple et, je pense, très réductrice. Ah, pauvres femmes, et on les présente souvent comme des victimes, elles vont perdre leur emploi. Je tiens à rappeler qu'il y a plus d'1 an, il y a eu les États généraux des femmes racisées et immigrantes, qui ont fait donc des États généraux, qui ont étudié quels étaient les meilleurs moyens. Ils ont fait tout un plan d'action publié en mai 2012, qu'on peut retrouver sur leur site, et qui ont présenté toute une série de mesures pour justement qu'elles puissent s'intégrer à l'emploi, s'intégrer à la société québécoise. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce document-là, où il y avait de multiples bonnes façons d'intégrer, il y avait 0 demande d'accommodement religieux, 0, et même plusieurs personnes de la communauté maghrébine et du Moyen-Orient nous ont dit « ça nous fait du tort, cette banalisation du voile, ça nous fait perdre des emplois ». Malheureusement, je vous remercie énormément pour le temps que vous avez pris pour préparer votre mémoire, de vous déplacer pour venir le présenter. Alors, merci beaucoup. Et sur ça, je vais suspendre quelques instants pour permettre au prochain intervenant, M. Alain Rioux, de prendre place.